Bonjour tout le monde. Évidemment, bienvenue à cette table ronde prise 2 sur la gouvernance numérique. Mon nom est Charles Cormier. En fait, je vais être l'animateur pour l'avant-midi. À l'instant, je vais vous présenter nos panélistes. Chantal Ménard, conseillère en gestion d'information et chargée de cours à l'UQAM. Philippe Goupil, conseiller en gestion d'information. Et Natacha Zouaric, professeur à l'université à l'UQAM, en fait. Et Mélanie Desbiens également qui m'aide, qui m'appuie dans la technique et qui vient de me dire à l'instant que j'étais sur mute, donc c'est parfait. Ça marche très bien, ça me permet d'éviter des erreurs. Excellent. Donc, la dernière fois, pour ceux qui ont vu la table ronde de septembre, on avait parlé des grands enjeux de la gouvernance numérique et de la gouvernance de l'information. Et aujourd'hui, on a décidé d'aller un peu plus profondément dans un de ces enjeux-là, et c'est vraiment la valorisation de la gouvernance ou l'évangélisation, entre guillemets, des gens à l'intérieur de l'organisation. Donc, on va vraiment se pencher sur pourquoi et comment on devrait jouer notre rôle en tant que gestionnaire de l'information. Pour commencer, en fait, j'avais une première question, là, et ça va vraiment aller dans le sujet de... On va vraiment faire une grande introspection. La question, c'est pourquoi n'arrivons-nous pas à faire valoir la gouvernance numérique et la gouvernance de l'information dans nos organisations? Donc, ça, c'est vraiment la question de base qu'on va essayer de répondre ce matin. Est-ce que quelqu'un voulait se lancer? Chantal? Mais oui, bien sûr. Je te laisse aller. En fait, moi, j'aime ça virer les questions à l'envers. Puis, je ne suis pas très négative. Pour ceux qui me connaissent, je suis très optimiste. Fait que je trouvais ça triste de dire pourquoi on n'arrive pas à faire valoir la gouvernance, mais plutôt comment on peut faire pour y arriver, en fait. OK. Puis, je dirais que, bon, la gouvernance des formations ou la gouvernance numérique, une des bonnes façons d'y arriver, c'est d'abord de la mettre sous la gouvernance d'entreprise. Parce que c'est sûr que si elle est sous TI ou sous même gestion de l'information, elle n'aura pas la même force de frappe, si je peux m'exprimer ici, là, que si elle est sous la gouvernance d'entreprise. La raison étant aussi qu'il faut que ça soit légitimé, il faut que ça soit promu par la haute hiérarchie. Ça doit faire partie, dans le fond, du système de gestion de l'entreprise, tout simplement, là, vraiment au niveau de ce qu'on appelle les systèmes de gestion. Les gestionnaires, si vous voulez que ça fonctionne, ils doivent être imputables, ils doivent se sentir responsables de la bonne gestion des actifs informationnels dans une entreprise. Il faut que ça soit basé sur les processus, la vision, la mission, les objectifs d'affaires. En fait, il ne faut plus voir la gestion de l'information comme étant une partie de d'autres choses ou de voir ça à côté des processus d'affaires ou des opérations. Il faut que ça soit au cœur des opérations dans les entreprises. Il faut vraiment, comme j'y reviens tout le temps, mais je vous dirais qu'il y a 3 mots à se rappeler tout le temps, c'est la performance, la conformité et la collaboration. Donc, votre gouvernance d'information doit servir à la performance de l'entreprise, à sa conformité, et vous devez travailler en collaboration avec tous les employés et les autres divisions d'affaires, comme que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources financières, que ce soit le juridique, tout ça. Et effectivement, ben, si vous voulez que ça fonctionne, la gouvernance d'information, ça vous prend des indicateurs, ça vous prend de la reddition de compte. Donc, il faut que ça soit inscrit au niveau de la gestion comme telle. Puis, je dirais aussi qu'on confond souvent la gouvernance avec la gestion. Donc, la gouvernance de l'information et la gestion de l'information, ce n'est pas la même chose. Et c'est quoi la différence que tu fais? Ben, en fait, la gouvernance, c'est vraiment la stratégie, c'est vraiment tout le cadre interdisciplinaire qui est composé des normes, qui est composé des processus, les rôles, les mesures. Donc, on pense au plan de classification, au calendrier de conservation. Dans le fond, tout ce qui sert à bien encadrer la gestion de l'information en tant que telle. Tandis que la gestion de l'information, c'est plus au niveau des processus, des rôles, mais c'est plus, je dirais, on va appliquer cet encadrement-là. On va plutôt s'assurer que l'actif informationnel est bien géré, que c'est efficace, que c'est efficient. Puis on va s'assurer aussi d'atteindre les objectifs d'affaires, bien sûr, mais il faut vraiment avoir une différence entre les deux, là. Donc,
parfois, c'est dans la même unité d'affaires, là, dans une entreprise, là. Si je prends l'exemple d'Hydro-Québec, par exemple, en gouvernance d'information, il y a vraiment une équipe dédiée, puis c'est de la gouvernance d'entreprise. Donc, on est 12. Je ne sais pas si ça vient avec l'évangélisation, mais on est 12. OK. Je ne sais pas si on est sur les termes, là. Mais la gestion de l'information comme telle, il y a des équipes pour ça, autant au niveau des opérations qu'il y a des projets aussi. Donc, quand c'est possible de le faire, c'est sûr que quand on est 1,5 en gestion de l'information dans une entreprise, ce qui est souvent le cas, ou une seule personne, on doit faire les deux, là. Et on doit aussi gérer le cycle de vie au complet. Mais je vous dirais, quand c'est possible, d'avoir des gens en gouvernance et des gens en gestion de l'information qui travaillent étroitement en collaboration, bien sûr, c'est bon de le faire parce que c'est deux façons quand même différentes de voir les actifs informationnels. OK. Excellent. Merci. Merci, Chantal. Natacha, toi, ton point de vue sur la question, si on revient à pourquoi n'arrivons-nous pas à faire valoir la gouvernance, ce serait quoi ton avis là-dessus? En fait, Chantal, moi, j'ai pris un peu la question à l'envers de Chantal. Okay. Donc, c'est parfait, là. Donc, moi, je me disais, pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté? Je me dis, il faut voir finalement, c'est quoi les freins? Parce que la gouvernance, on l'a vu en fait avec l'explication de Chantal, c'est vraiment multidisciplinaire, c'est pluridisciplinaire, il y a plusieurs facettes qui est rattachée à la gouvernance de l'information. Donc, par conséquent, puis on va voir, je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles on peut avoir une prise, puis il y a certaines choses sur lesquelles on a moins d'emprise finalement au sein de son organisation. Fait que moi, c'est vraiment davantage du côté des freins. Puis, il y a quelques années, avec mes collègues de l'EPSI, avec Christine Dufour et Dominique Morel, on avait fait une enquête sur c'est quoi la situation de la gouvernance informationnelle. Puis dans ces questions-là, on avait c'est quoi les freins, puis qu'est-ce qui facilite. Donc, selon les professionnels, là, Okay. à leur avis, là, c'est quoi que les difficultés qui sont rencontrées, puis les difficultés qui ont été ressorties, étaient quand même assez nombreuses. Puis je dirais qu'à ce niveau-là, il y a quand même des questions à se poser là, du côté des professionnels de l'information. Donc, tout d'abord, puis il y a certaines choses qui vont vraiment faire écho là, à ce que Chantal mentionnait. Donc, première des choses qui étaient ressorties, c'est l'absence d'appui des instances supérieures. C'est-à-dire que, bien souvent, je veux dire, chez Hydro-Québec, ils ont quand même leur unité en gouvernance de l'information, ce qui n'est nécessairement pas le cas dans l'ensemble des centres et services d'archives ou dans l'ensemble des organisations. Donc, l'absence d'appui d'instances supérieures, finalement, c'est que tout simplement, les gens ne savent pas c'est quoi la gouvernance de l'information. Puis c'est peut-être là aussi que notre rôle au niveau de l'évangélisation ou de prendre son bâton de pèlerin, là, puis rentrer en ligne de compte, donc en termes de promotion, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement très présent. La question aussi, bien souvent, que ça repose sur une bonne gestion de l'information, d'avoir un contrôle sur l'ensemble de son cycle de vie, ce qui, pour certains de nos répondants, en fait, ce n'était pas le cas partout, bien souvent. Donc, il y avait déjà de la difficulté au niveau de la gestion des documents numériques, donc d'arriver avec la gouvernance de l'information, c'était vraiment un autre niveau qui n'était pas nécessairement en mesure d'atteindre. Autre élément, il y avait des fois, à certains endroits, la culture organisationnelle puis la culture informationnelle, finalement, qui n'était pas nécessairement apte ou qui n'était pas nécessairement... ou c'était difficile, finalement, d'arriver avec la gouvernance de l'information parce que la structure était faite d'une telle façon qu'on avait de la difficulté à s'intégrer. Puis, bien souvent aussi, on voit la gouvernance de l'information, l'importance de la collaboration, le partenariat. Mais ce que nos gens nous disaient, c'est que des fois, c'est pas qu'ils veulent pas collaborer, c'est qu'ils sont même pas à la table de discussion où sont discutés les enjeux de gouvernance de l'information. Ils sont même pas invités. Donc, par conséquent, on pense même pas les intégrer à ces discussions-là. Fait que je pense, d'un point de vue professionnel, il y a toute une question de promotion aussi. Ce que nous, on fait, comment on gère l'information, puis comment est-ce qu'on est en mesure de contribuer à cette gouvernance-là. Parce que bien sûr, il y avait des enjeux qui étaient discutés où des professionnels de l'information étaient carrément absents. Puis ensuite de ça, la question de la définition du concept flou de gouvernance de l'information, bien que là, le concept commence à s'établir, puis on commence à avoir vraiment des définitions, puis on commence à bien comprendre finalement les différentes composantes. Mais aussi, c'est que bien souvent, la gouvernance de l'information repose sur des outils de gestion, repose sur l'analyse des parties prenantes, repose sur la création de bilans,
repose sur la création d'indicateurs de performance, de mesures, des outils finalement qu'on utilise peut-être moins, d'avoir une vision stratégique justement au niveau de la gestion de l'information qui était plus ou moins présente. Donc, je pense qu'une façon de promouvoir la gouvernance d'information, il faut nécessairement s'interroger sur les freins, puis c'est quoi les principales problématiques que l'on rencontre pour être capable d'y répondre. Puis là, je vais laisser Philippe compléter avec son point de vue. Et Philippe, de ton point de vue, souvent qui est un peu externe à l'organisation, tu arrives à un point X à l'organisation. En fait, c'est ça, j'essaye de toujours prendre un peu soit du recul, soit d'avoir une analyse un peu décalée. Mais comme mes deux amis ont commencé en parlant de la question, je rebondis sur la question. Pourquoi arrivons-nous ou n'arrivons-nous pas? Mais qui est le nous, en fait, dans cette question? Et je pense qu'on a déjà une partie de la réponse quand on analyse qui est le nous, c'est-à-dire qui sont les acteurs actuellement dans une organisation pour cette gouvernance numérique. Ça, c'est la première question, à mon avis. Pour faire comme un peu un raccourci, je pense que quand on va rénover une maison, on a des différents éléments à rénover et il faut avoir une vision globale de cette rénovation et on part effectivement par analyser si on la rénove ou si on ne la rénove pas. Ce que je veux dire, c'est que la gouvernance numérique n'est pas une évolution nécessairement naturelle dans l'organisation, ça peut être quasiment une révolution. Je vous donne un exemple. Actuellement, donc on parle de tas de choses, de l'agilité, on parle de PO, on parle de fondation au pluriel. Je pense que la priorité des priorités, c'est d'avoir une fondation de gouvernance numérique. À partir de ça, on va avoir un socle sur lequel on va pouvoir travailler. Ensuite, ce que je dirais, c'est que dans l'approche, pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que les gens qui décident n'ont pas forcément la connaissance de ce que ça implique, la gouvernance. Et je pense qu'il faut avoir une approche genre dictature pour la stratégie, pour laisser libre cours à la démocratie dans le déploiement et dans l'utilisation. Quand je dis dictature, c'est pour ne pas utiliser un mot, pour ne pas faire un anglicisme avec leader, mais c'est vrai que ça doit être la haute direction qui guide cette stratégie. Et pour qu'elle le fasse, il faut qu'elle ait la compréhension des enjeux. Donc, je pense qu'il faut une stratégie à haut niveau et un déploiement pragmatique par rapport à ce que l'on connaît. Après, la dernière chose sur laquelle je voulais intervenir pour le moment, ici, on est dans un environnement où on a beaucoup de gens qui sont proches des archives, proches de la GED, etc. Il faut se poser la question, plutôt que de dire comment on va faire pour mener la gouvernance numérique, et comment on va faire pour être le plus efficace pour participer à la gouvernance numérique. Et puis là, je me rattache au fait que la gouvernance numérique ne peut pas appartenir ni aux gens de technologie, ni aux gens qui gèrent les archives ou les documents au sens large, ou même la gestion de l'information, comme l'a dit Chantal. C'est vraiment la propriété de la haute direction. C'est ce que j'ajouterai pour le moment, simplement. Voilà. Excellent. Merci à vous trois. Pour faire du millage, dans le fond, avec ce que Chantal, tu dis, en fait, Chantal, tu dis un peu les choses à faire pour arriver. Donc, c'est comme le nirvana. Donc, si on avait toutes ces choses-là, on serait en business en termes de gestion, de gouvernance de l'information. Mais entre ça et la situation actuelle, il y a toute l'absence l'absence de promotion, entre guillemets, il n'y a pas de vision stratégique, etc. Donc, comment on fait pour juste avoir la fondation? Tu sais, mettons, on essaye, on a une vision à long terme, on veut avoir le nec plus ultra de la gouvernance de l'information, mais les gens n'ont pas les fondations, comme mentionne Philippe. Donc, comment on fait pour mettre en place cette fondation-là? Je dirais pour mettre une fondation, il faut vraiment s'inscrire dans, je dirais, avant d'arriver à la haute direction, souvent, il faut s'inscrire dans l'opérationnel, parce qu'on est très fort. Hein, les archivistes, les gens en gestion documentaire, gestion d'information, on est très fort au niveau des opérations, au niveau des gens, monsieur, madame, tout le monde dans l'entreprise ou dans l'organisation, à les soutenir dans la gestion de leur information. Je pense que plus on est présent dans les opérations, plus on va pouvoir pousser même d'être présent dans les projets, dans les grands projets d'entreprise, et plus on va être capable de se faire valoir, donc de devenir plus crédible dans ce qu'on fait.
Et les gens ne vont pas seulement nous voir comme étant des gens qui classent des papiers dans des boîtes ou qui classent des documents ou qui font que des structures classificatoires, mais comme des gens qui peuvent s'inscrire vraiment dans des décisions stratégiques. Donc, souvent, on va partir des opérations, mais il faut absolument, à ce moment-là, s'inscrire dans une continuité au niveau des processus et viser toujours à aller de plus en plus dans le stratégique. Donc, par les opérations, vous allez voir les grands projets arriver, vous allez voir c'est quoi la stratégie de l'entreprise, sa vision, sa mission. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de créer vous-même aussi une vision puis une mission pour votre unité en gestion documentaire ou en archivistique, tout ça, qui vient se coller justement à la stratégie d'entreprise en démontrant de quelle façon nous, en tant qu'archivistes, gestionnaire des documents ou comme moi en conseil en gestion de l'information, on a notre place dans justement toute cette stratégie d'entreprise-là. Donc, de voir de quelle façon on peut rendre l'entreprise plus performante, l'entreprise plus conforme dans la gestion de ses actifs informationnels. Mais je pense qu'il faut y aller par des petits pas. Moi, je suis toujours le principe de l'éléphant. Là. Quand tu veux manger un éléphant, ben, tu le manges par petits bouts. Fait que je pense qu'il faut se faire une stratégie, puis ça va prendre le temps que ça va prendre. Je ne pense pas qu'en allant cogner chez le PDG un lundi matin avec son café et dire « Hey, aujourd'hui, je viens te montrer c'est quoi de la gouvernance d'information », puis tu embarques là-dedans. Ça va prendre une stratégie à un certain terme. C'est-à-dire, Hydro-Québec, on fait de la gouvernance d'information depuis quand même plusieurs années, mais c'est la première année où on est tous sous la même direction. Et effectivement, on a un vice-président, une directrice qui y croit très fortement. Et on s'est collé aussi avec les gens d'accès à l'information. On s'est collé aussi avec les gens des données personnelles. On s'est collé avec des gens qui font de la sécurité TI aussi. Donc, on s'est impliqué dans plein de projets qui ne sont pas juste des projets en gestion de l'information, mais des projets de construction de centrales, des projets de quoi que ce soit. En ce moment, on travaille beaucoup avec les gens de stratégie immobilière, par exemple. Bon, comme vous savez que la COVID, télétravail, tout ça, bon, les entreprises commencent à comprendre que les gens veulent faire du télétravail et donc on peut rapetisser les bureaux, voire même les éliminer puis faire des bureaux mobiles. Mais ça, il y a une stratégie derrière ça au niveau de tout ce qui est immobilier. Mais les gens de gestion de l'information doivent être là aussi parce que ça, bien sûr, ça implique la destruction de papier ou la réorganisation, mais ça implique aussi de la numérisation, ça implique de mieux gérer ces documents numériques, ça implique tous les outils de collaboration, etc., etc. Donc, il faut vraiment se voir en tant que spécialiste, expert de notre domaine dans toutes les sphères d'activité des entreprises. Il faut le démontrer. Je pense que ce serait une bonne fondation. C'est vraiment de bons arguments, en fait, de bons points. Philippe, Natacha, vous, est-ce que vous aviez des éléments de votre côté? En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec Chantal. Je veux dire, la théorie des petits pas, là, je veux dire, tout à fait, à un moment donné, il faut vraiment une base solide. Je pense qu'à chaque opportunité, on doit pouvoir identifier quelque chose dans le plan stratégique sur lequel on peut se rattacher. Parce que de toute façon, on le sait tous, dans nos organisations, on a tous des limites en termes de ressources. On ne fait pas tout ce qu'on veut, n'importe quoi, puis on n'a pas un personnel illimité non plus. Donc, par conséquent, il y a toujours des choix à faire. Donc, à ce moment-là, de toujours se rattacher un petit peu à la planification stratégique. Puis, je rejoins Chantal aussi beaucoup. Nous autres, ce qui est ressorti beaucoup, c'est que les gens ne savent pas ce qu'on fait. Donc, à ce moment-là, il faut nécessairement toujours le promouvoir, toujours l'expliquer, parce que d'office, pour certains types de projets, ça se peut que ce ne soit pas nous qui viennent voir en premier. Donc, ça veut dire aussi, je pense, qu'établir des partenariats, puis on le fait déjà là, avec, par exemple, j'ai vu la question qui est apparue dans le questions et réponses. On le fait déjà, entre autres, avec les logiciels de GED, où on est appelé à établir des collaborations, des partenariats avec les gens des TI. Donc, c'est peut-être aussi d'élargir finalement notre terrain de jeu en établissant des partenariats pour que nos partenaires ou nos collaborateurs savent ce qu'on fait, puis à ce moment-là, s'il y a une question qui leur arrive, mais puissent être dirigés finalement aux gens en gestion de l'information. Mais je veux dire, ça passe, à mon sens, beaucoup par là. Puis oui, le contrôle de l'opérationnel est extrêmement important parce qu'on l'a vu, finalement, la gouvernance de l'information, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se bâtit, puis il y a plusieurs étapes à faire avant d'être vraiment performant au niveau de la gouvernance de l'information. Puis on a vu, là, je veux dire, c'est pas demain la veille. Donc, par conséquent, il faut être capable de construire petit peu par petit peu, là.
Excellent. Merci, Natacha. Philippe? Je ne rajouterai pas par rapport à ce qui vient d'être dit parce que c'est assez clair. Je donnerai juste ma vision des choses en termes de moyens, c'est-à-dire que bien souvent, quand j'arrive en entreprise, si je demande une cartographie des processus, il n'y en a pas où elle est embryonnaire ou parcellaire, c'est-à-dire que certains services ont une vision de leur processus, ils savent la représenter. Et je pense que si on veut intervenir dans les sujets de gouvernance à partir des gens qui sont dans les archives notamment, mais pour tout le monde, si on n'a pas cette cartographie des processus, ben on est obligé de prendre son bâton de pèlerin puis de faire tous les services pour avoir l'inventaire le plus exhaustif possible pour imaginer la solution qui va répondre aux besoins. La deuxième cartographie, je ferai une cartographie des activités par utilisateur parce qu'on s'aperçoit que ce à quoi répondent les gens qui sont en charge des documents, c'est le fait, au niveau des droits d'accès, au niveau des fonctions, c'est le fait de permettre à une personne de travailler, oui, pour son service, mais aussi d'aller chercher un document ou de contribuer à un autre processus. Donc, il faut faire un mapping, un rapprochement avec la cartographie des activités des utilisateurs. Enfin, j'ai besoin d'une cartographie des fonctions des différentes solutions qui sont dans l'entreprise, puisque les éditeurs nous fournissent de plus en plus des tas de fonctionnalités. Donc, par exemple, j'ai un outil JET, il va gérer aussi les processus, il va gérer la signature électronique, il va gérer les échanges avec l'externe, mais il faut que je vois avec l'organisation si je n'ai pas déjà cet outil quelque part ou s'il est fourni par un autre éditeur. Donc, j'ai des choix à faire pour organiser tout ça. Donc, ça, c'est un moyen aussi très important en termes de gouvernance, c'est d'éviter d'avoir 3 solutions pour un même besoin, sous prétexte que ce n'est pas le même processus d'affaires. Et enfin, l'élément principal qu'il faut définir, c'est ce qu'on a appelé la fondation pour la gouvernance, c'est d'avoir la vision et la solution pour avoir l'interopérabilité en interne comme avec les partenaires externes. Voilà. Ça, c'est dans la partie des moyens stratégiques, je dirais. Okay. Avant de poursuivre avec mon autre question, en fait, Daniel pose une question qui est très pertinente. Est-ce qu'il y a une différence entre gouvernance de l'information et gestion stratégique de l'information? Est-ce qu'il y a une grande différence pour vous ou c'est la même chose dans votre quotidien? Non, enfin moi je répondrai que la gestion stratégique de l'information, elle utilise la gouvernance de l'information. C'est ça que je répondrai. OK. Elle est plus large. Okay. Moi, je vois la gouvernance de l'information beaucoup plus large. La gestion stratégique de l'information étant une composante de la gouvernance de l'information. Dans la gouvernance de l'information, il y a d'autres choses, là. Je pense entre autres à l'analyse de risque, l'analyse des processus, tout ce qui est évaluation, mesure de la performance, qui n'est pas nécessairement lié, qui n'est pas nécessairement au cœur de la gestion stratégique de l'information. Moi, je le verrais beaucoup plus large, là. OK. Puis pour faire du pouce un peu sur ce que disait Philippe là, quand il parlait de ses analyses, de ses cartographies, je trouvais ça intéressant pour les outils qu'il a mentionnés. Puis j'ajouterais, je pense, pour nous, au niveau de la gestion de l'information, j'ajouterais l'outil qui est la cartographie des parties prenantes, là. On dit toujours, avec qui on veut collaborer, avec qui on veut développer des partenariats, mais il y a quand même des façons qui existent en gestion d'identifier c'est qui nos partenaires, puis qui qu'on doit nécessairement impliquer dans nos projets pour avoir une meilleure retombée. Ça ne veut pas dire évangéliser à tout le monde, puis comme disait Chantal dans ton document, prêcher dans le désert, mais d'avoir vraiment des actions qui sont vraiment très, très, très ciblées, là, puis c'est plate à dire, avec des gens qui peuvent nous apporter quelque chose. Donc, en étant un petit peu opportuniste, mais dans le bon sens du terme. Oui, puis il y a des parties prenantes qu'on va vouloir juste informer. Il y en a d'autres qu'il va vraiment falloir s'allier. Il y en a d'autres qu'on va vouloir collaborer plus. Je veux dire, il y a différents niveaux dans les parties prenantes. Puis je pense que c'est vraiment important de bien les connaître, puis d'en faire partie, de devenir une partie prenante aussi de ces gens-là, que ce soit du juridique, du financier, du ressources humaines, développement des compétences, peu importe là, tous les partenaires qu'on peut avoir dans une entreprise. Et j'imagine qu'il y en a qu'on souhaiterait ne pas avoir dans les pattes aussi. Des parties prenantes. Au contraire. Comme qui? Non, mais je ne veux pas cibler quelqu'un en particulier, mais quand on fait la cartographie des parties prenantes, puis qu'on se rend compte que mettons, finance, eux, ils veulent rien savoir, ils veulent gérer leurs papiers comme ils ont fait depuis 30 ans.
on pourrait les éviter et partir sur autre chose. Et là, je vois que Philippe voulait répondre. Oui, ben c'est là que je parle de dictature. À un moment donné, non, mais sérieusement, il faut de l'autorité. Oui. La démocratie a des limites dans les systèmes d'information. C'est ça que je veux dire. On voyait autrefois des gens qui s'équipaient, qui allaient acheter une imprimante, un scanner, un PC, comme ça, sans passer par le service des technologies. C'est une faille, c'est une erreur. De la même manière, il faut avoir l'autorité pour dire, on est désolé, la signature électronique dans la maison, c'est ça. On reçoit d'autres signatures, mais ici, c'est ça. Et si on n'a pas d'autorité, on est embarqué vers des solutions d'exception pour chaque service qui fait ses caprices. Effectivement. En gouvernance, c'est En gouvernance, ça ne peut pas marcher. Non. Puis c'est ça quand je parlais d'imputabilité des gestionnaires. Il faut vraiment donc les gens qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on a mal fait la cartographie de nos interlocuteurs, où il n'y a pas d'autorité quelque part pour dire c'est pas toi, c'est un tel, ou c'est pas tel service, etc. Je pense que c'est une question d'autorité. Ben, souvent, ça peut être une question d'autorité, mais quand on regarde des fois les différences de culture entre les générations, entre autres, là, tu sais, l'aspect dictatorial de la chose, si on essaye de dictatorer, par exemple, les X, les Y, où ça risque de moins bien fonctionner et d'avoir une révolte à l'interne. Ça, on est plus proche de la gestion du changement, des problématiques de gestion de changement. Mais à partir du moment où la stratégie, elle appartient au patron de l'entreprise ou au président de l'organisation. Effectivement. Si je ne suis pas d'accord, je vais ailleurs. D'accord? Je suis un peu tranchant, mais sinon, ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, quand les gens de TI disent on va fonctionner avec AWS et Azure de façon hybride, parce que c'est ça qu'on a décidé. Il n'y a personne qui s'oppose à ça. Tout le monde l'utilise parce qu'ils ne sont pas au courant, en fait. Mais pour tout un tas de sujets, précisément dans la gouvernance pour les différentes parties, il faut vraiment avoir un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre qu'il faut. De toute façon, quand on parle de gouvernance, comme j'expliquais, c'est sous la gouvernance d'entreprise, comme dit Philippe. Donc, c'est pas un archiviste qui part comme ça demain matin avec des normes puis des directives puis qui décide qui fait la loi. C'est pas ça du tout. Là. Ça vient vraiment de l'entreprise comme telle. Là. Puis les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils veulent un cadre. À un moment donné, c'est ça qu'ils te demandent. Ils ont tellement de systèmes, comme disait Philippe. Là, ben, les documents, je fais quoi avec? Là? Mes documents finaux, je les mets où? Où est-ce que je fais des documents de travail? Quelle métadonnée je mets? C'est quoi? Les gens, ils veulent un cadre. C'est pas vrai qu'ils veulent pas un cadre. Au contraire. Ben, il y a des endroits que je me suis rendu compte qui, dans l'organisation, ils sont habitués de, eux, donner des cadres à l'organisation. Mais nous, quand on arrive avec, ou quand ils se font imposer un cadre, là, ça marche moins bien. Donc, il y a tout le temps un enjeu de ça aussi à valider. Là. Il y en a qui sont, mettons, qui ne veulent pas se faire imposer des cadres. C'est avec la culture d'entreprise, hein, comme on disait, il faut se coller à la culture aussi de l'entreprise comme telle. Là. Mais il y a moyen, même Philippe et Natacha le disaient, que même s'il y a un cadre, de le rendre un petit peu plus malléable. Mais, souple. Oui, souple, mais de s'assurer quand même que les points qu'on veut couvrir, ou en tout cas l'objectif qu'on s'est donné, soit atteint. J'aurais envie de vous poser une question plus personnelle. Parce que, tu sais, vous êtes des vétérans, en fait. Là. Vous en avez vu depuis, quelques années, disons. Ça a été quoi le déclencheur pour vous de dire hey, je suis vraiment tanné d'être mis de côté. Je veux faire ma place, puis je veux être à la table de discussion, donc je veux faire partie de la solution, pas du problème. Ça a été quoi le déclencheur pour vous pour votre changement d'attitude ou votre changement de position dans l'organisation? Oh boy. Ben, je dirais que quand on s'est senti assez mature, mais pas mature dans le sens de personne, mais parce que moi, je pense que je ne le serai jamais, mais je parle dans notre maturité d'expertise ou notre maturité. Comme je disais, ça prend des fondations, on l'a dit, donc il faut commencer à la base. Donc, je pense qu'il faut se mettre les deux mains dedans, il faut être bien des opérations au début, il faut avoir vraiment fait à peu près, en tout cas,
pour mon cas, pour avoir touché à tout, puis à un moment donné, ben, il y a une compréhension qui s'installe, il y a une vision qui s'installe, on peut faire des liens entre plein de choses, puis là, ça tombe un petit peu plus dans le stratégique à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain arriver dans une compagnie. En tout cas, c'est difficile, je sais que Philippe réussit à le faire, mais c'est quand même assez difficile tout de suite d'arriver dans le stratégique sans connaître tous les tenants et aboutissants là, de ce qui se passe dans les processus de travail. Comme tu disais, Philippe, souvent la cartographie des processus, c'est pas terrible. Moi, je suis chanceuse, Hydro-Québec, c'est pas le cas, mais encore là, des fois, les processus sont clairs, mais des fois, ils sont un peu interprétés. Donc, ça peut jouer aussi à ce niveau-là, là, mais je pense que c'est ça, il faut se sentir en confiance. Et pour se sentir en confiance, je pense qu'il faut avoir posé des pierres un peu partout, il faut avoir fait des liens intellectuels, mais il faut aussi avoir fait des liens humains. Je reviens toujours à mon humain, je sais, mais c'est beaucoup de l'humain. Fait que je pense que l'informel aussi, il y a du formel là-dedans, mais il y a beaucoup d'informel qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se sent à l'aise, on est connu de nos clients nous apprécient, nos clients internes, je parle, et petit peu par petit peu nous font confiance et à ce moment-là, ils vont eux-mêmes nous le donner, notre bâton de pèlerin, même si je dis tout le temps que ça me fait penser à une fraîcheur dans le désert. Mais effectivement, je pense que le rôle va changer avec la confiance qu'on a, puis avec justement, à force d'avoir démontré ce qu'on peut faire, notre efficacité, puis démontrer qu'on peut aider à la performance et à la conformité des entreprises. Non, c'est ça. Puis c'est de prendre aussi, pour faire du push que Chantal dit, je pense que c'est de prendre aussi conscience de c'est qui nos partenaires, nos collaborateurs, mais c'est quoi notre levier à nous? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut nous apporter finalement à la table de discussion puis de mettre ça de l'avant? Parce qu'une des questions, des fois, on voit des fois, par exemple, bon, on va parler des TI parce que c'est avec eux qu'on collabore régulièrement, mettons, pour les logiciels de GED, mais eux, les TI, ont quand même des leviers en termes d'infrastructure, en termes de sécurité de l'information, mais nous, qu'est-ce qu'on apporte finalement à cette table-là? Donc, puis ça, je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Puis une fois qu'on répond à ça, de prendre son bâton de pèlerin, ça devient beaucoup plus facile parce qu'on sait justement notre contribution, elle est où, là, dans l'organisation. Et moi, je ferais du millage, ben, un peu comme Chantal disait, souvent, ce n'est pas nous qui allons prendre le bâton de pèlerin, on va se le faire donner, puis apporte la bonne nouvelle aux autres. Souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on décide de faire, on n'est pas prophète, on n'est pas... C'est nous, c'est les autres qui vont dire, prends ce rôle-là, on va quasiment se le faire imposer, parfois, là, pour aller vers, faire valoir et être à la table. Merci, Natacha. Et Philippe, toi, tu as un rôle avec plusieurs, mettons, tu es dans plusieurs clientèles, etc. C'est quoi ton approche quand tu arrives chez quelqu'un pour établir ta crédibilité et faire valoir ton expertise? Alors, justement, en fait, ce que j'observe, moi, ce qui se passe dans les organisations, c'est que tout est lié à la légitimité du sujet et à la légitimité de l'équipe. Donc, vous allez avoir une oreille attentive si le sujet devient crucial, genre un nouveau texte de loi qui arrive, il faut réagir, on va se retourner vers vous. Là, vous allez avoir de l'intérêt aux yeux de la direction. Mais dans l'autre sens, il faut que l'équipe soit pertinente. Et par rapport à ce que dit Natacha, il faut faire attention à une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on parle de documents que c'est forcément l'équipe GID qui est en charge, ou GED qui est en charge du problème. Donc, il faut vraiment avoir une granularité sur ce que vous apportez. Il faut vous poser la question de ce que vous apportez pour pouvoir avoir cette légitimité et cette confiance qui va arriver. Ensuite, sur ta question me concernant, je dirais que bien souvent, dans la majorité des cas, lorsque j'arrive dans une organisation, au bout de quelques jours ou semaines, les gens disent « mais on aurait dû t'appeler avant ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en l'absence de spécialistes, il n'y a pas nécessairement dans l'organisation les gens capables de mesurer la portée d'abord du problème, du besoin, et la portée de la solution. Donc, on arrive avec des budgets qui sont restreints et on essaye de faire avec ça. Donc, ça, c'est vraiment la problématique. Donc, on a un problème de culture et de communication pour que ceux qui décident, ceux qui ont les cordons de la bourse, comprennent que ce n'est pas parce que c'est une histoire, on parle d'une solution de GED que c'est un petit sujet. Non, on est vraiment transversal et que si on ne le fait pas comme il faut, on se met à risque. J'ai déjà écrit à plusieurs reprises que la majorité des projets de GED aboutissent à des échecs
C'est encore actuel aujourd'hui. On a des semi-échecs, on a des solutions qui ne sont pas aussi idéales que ce qu'on aurait pu avoir si on avait pris les bonnes décisions. Et encore une fois, elles s'appuient sur de la connaissance. Il faut vraiment savoir. Donc, à vous, les gens qui sont dans les équipes, dans les services de gîtes, de GED, d'archives, de bien expliciter ce que vous faites et de forcer la formation des cadres sur les enjeux pour lesquels ils prennent les décisions, mais c'est vous qui connaissez la chose. Donc, je crois qu'il y a vraiment une problématique pour que, enfin, pas une problématique, mais il y a un enjeu à ce niveau-là. Il faut que les dirigeants soient conscients que, attachés à la gestion des droits des accès, attachés à la conformité, ben, vous êtes là et vous avez les moyens et l'équipe pour le faire. Voilà. Excellent. Donc, simplement, là, je vois qu'il y a des questions qui commencent à popper. Et en termes de positionnement, Vincent demande, entre autres, comment faire pour intégrer l'équipe TI à celle de la gestion documentaire lorsque celle-ci ne l'est pas et ne veut pas s'intégrer? En fait, de un, comment on fait pour s'intégrer et est-ce que ça vaudrait la peine, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'intégrer à l'équipe TI ou il y a d'autres éléments où on pourrait se rattacher qu'on serait mieux positionné? Je vois Philippe rire. Je ne sais pas. Ben, c'est un peu l'huile et le vinaigre. D'accord? Okay. Donc, avec un peu de sel et un peu de moutarde, je vais faire une vinaigrette. Donc, c'est un beau produit. L'huile toute seule, elle va faire ses fonctions, puis d'autres fonctions que la vinaigrette. Et le vinaigre, c'est pareil. Et c'est une problématique. Ce n'est pas une problématique, je pense que c'est. Comment dire? On met sur le même niveau deux éléments qui sont les technologies de l'information puis la gestion documentaire. On n'est pas dans les mêmes paradigmes. La gestion documentaire, avec les archives, vous êtes les garants de la conformité documentaire qui touche à la sécurité, qui touche au légal, qui touche à différents phénomènes, les règles internes de l'entreprise. Mais ce n'est pas parce que ça touche à la sécurité que c'est vous qui administrez la sécurité. En fait, c'est les gens de TI qui ont des gens de sécurité qui vont l'administrer et vous allez apporter une granularité au niveau de l'accès aux documents, par exemple. Donc, c'est là qu'il y a… En fait, on est en gouvernance, mais il n'y en a pas un qui doit être au-dessus de l'autre ou qui doit manger l'autre. Il faut vraiment… Je pense qu'il faut séparer. Et là, une des problématiques sur les projets, sur les 15 dernières années ou les 20 dernières années, c'est qu'effectivement, les endroits où j'interviens, soit c'est l'équipe TI qui pilote, dans la majorité des cas, soit c'est les gens des archives, et des fois, c'est les gens qui s'occupent des photocopieurs multifonctions. Donc, faut qu'il y ait c'est la direction qui est au-dessus des TI et qui est au-dessus des gens de gestion documentaire. C'est elle qui doit faire cette vinaigrette. Mais n'essayez pas de mettre dans la même bouteille le vinaigre et l'huile. Non, parce que dans le fond, je vais faire du pouce ce que tu viens de dire, Philippe, c'est que c'est deux entités indispensables, c'est deux entités complémentaires, et puis il y en a un qui gère le contenant et l'autre qui gère le contenu. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, je te coupe, Chantal, c'est parce qu'aujourd'hui, dans le contexte de la gouvernance, on a quelque chose de nouveau. C'est parce que, en fait, c'est le virage numérique qui permet la gouvernance. On est d'accord? Comme on est numérique, on parle d'information, on parle moins de documents. Donc, le document devient le contenant, l'information devient le contenu. Et la légitimité d'autres personnes qui gèrent l'information par ailleurs, elle intervient dans le contenu de vos documents. Donc, il faut bien vous arrimer et avoir une certaine modestie par rapport à un référentiel centralisé dans l'organisation, de la même manière que pour les métadonnées. On prend l'exemple des métadonnées. Vous êtes une force de proposition pour les métadonnées parce que vous avez des métadonnées descriptives nécessaires, mais les processus en ont. Puis dans l'organisation, il y a déjà des métadonnées. Donc, n'isolez pas le problème des métadonnées dans votre service. Il doit être centralisé au niveau de l'organisation. Mais plus vous nourrirez l'organisation, plus vous nourrirez et vous serez conforme et légitime. Philippe, pourquoi ça serait nous, les archivistes, qui devraient avoir de la modestie? Pourquoi ce ne serait pas les TI qui devraient avoir cette modestie-là? Ils ont aussi de la modestie à avoir sur les éléments où vous êtes, c'est-à-dire que la partie de la gestion du cycle de vie, ben vous avez des règles et vous voulez avoir les outils pour pouvoir les appliquer. Donc, il y a des solutions qui vous aident et eux, ils sont en soutien pour vous. Par contre, si je prends les processus,
vous êtes en soutien des processus. Vous n'êtes pas un système à part entière. D'accord? Ouais. Vous ne fournissez pas un bénéfice direct à l'organisation. Par contre, vous êtes essentiel pour que l'organisation soit conforme, pour que l'image de l'organisation soit là, pour que la sécurité s'applique telle qu'elle est décidée au plus haut niveau. Donc, c'est pas une question de... Dans la fonction, dans certaines verticalités, vous êtes des leaders, dans d'autres, vous êtes des fournisseurs, vous êtes des contributeurs. C'est comme si les TI disaient, ou le directeur financier disait, comme c'est moi qui paye, c'est moi qui gère les achats. Non, ça ne marche pas. Mais le directeur des achats ou le directeur financier, ils ne sont pas comme ça verticaux, ils sont transversaux dans l'organisation. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est que chacun doit gérer ce pourquoi il est pas payé, mais là où il est le meilleur pour, ce pourquoi il est destiné. Après, il peut y avoir des chevauchements, mais il faut être clair dans la répartition des rôles. Ça, c'est certain. Chantal, tu voulais poursuivre sur ton idée contenant à contenu? Ben, j'étais un petit peu dans la même veine que Philippe. Je le vois juste d'une petit angle un petit peu différent. En fait, c'est que si on prend par exemple la sécurité de l'information, ben, dans la sécurité de l'information, c'est sûr qu'il va y avoir des gens de juridique qui vont y travailler, il va y avoir des gens de TI, il va y avoir des gens de GI. Bon, GI est en gestion de l'information, TI, on les connaît bien, mais en fait, on n'ira pas nécessairement de la même façon. On va tous travailler en sécurité de l'information, mais moi, je ne ferai pas de la cybersécurité, puis je ne mettrai pas des pare-feux, puis je ne gérerai pas les hackers qui vont essayer de rentrer dans mon entreprise. Par contre, je suis là pour sensibiliser, former, m'assurer que les gens ont les bons accès, que les données personnelles, encore là avec des gens juridiques, sont bien gérées, que ce n'est pas n'importe qui a accès à n'importe quoi, qui peut faire n'importe quoi avec son information. Bien sûr, moi, je peux lever le flag et dire à TI, peut-être que ce serait une bonne idée qu'on ait moins de serveurs ou peut-être que ce serait une bonne idée, peut-être qu'on n'ait pas de clé USB sur le poste, mais ce n'est pas moi qui va le faire. Puis souvent, ça va être d'un commun accord qu'on va s'entendre sur des choses. Si chacun part dans comment je dirais ça, de façon, chacun dans sa traite, comme on dit en bon québécois, on n'y arrivera pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'information, ça touche tout. Les entreprises sont devenues des entreprises numériques, des entreprises d'information. La majorité des gens travaillent avec leur tête et l'information et les connaissances. Donc, je pense que, comme on l'a tout le temps dit, tout est dans tout. Et il faut vraiment voir les expertises de chacun comme étant des forces, mais des forces complémentaires. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, puis c'est comme ça qu'on va avoir une vraie gouvernance d'information en ayant toutes ce cadre pluridisciplinaire-là de mise en place. Je pense qu'il ne faut pas tirer toujours dans sa couverture ou se gâcher du sable dans le carré de sable. Puis encore là, il y a les gens de communication aussi là-dedans, les gens d'Internet, Intranet, etc. Donc, je pense qu'il faut... c'est un tout. Est-ce que la catégorisation des actifs en termes de solutions, c'est vraiment accès sécurité, protéger les données sensibles, est-ce que ça serait un bon lien entre la conformité, la gestion documentaire, la sécurité, les TI? Est-ce que ça serait une bonne porte d'entrée pour essayer de faire valoir, en fait, la gouvernance de l'information? Bien, je dirais qu'on a été longtemps vu comme étant soit des policiers ou des pompiers, ou des dictateurs, comme dit Philippe. Donc, c'est sûr que le côté conformité, je pense qu'il est bien compris dans les organisations et les entreprises qu'on a ce côté-là. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'il y a un équilibre à faire entre conformité et performance. Et moi, je vois vraiment les gens de gestion de l'information, les gens de gouvernance de l'information comme favorisant, comme aidant, comme faisant partie part entière de la performance des entreprises, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau du classement, que ce soit au niveau de plein de choses. Les gens n'ont pas le temps aujourd'hui de s'asseoir et de dire, bon, ben, je fais quoi avec mon information, je le nomme comment, bon, on est lundi, je vais le nommer d'une façon, le mardi d'une autre façon pour le fun, pour retrouver dans quel système je mets mes choses, etc., etc. Ça va très, très vite. On demande aux gens d'en faire de plus en plus avec de moins en moins. Et donc, il faut qu'il y ait justement une gouvernance avec des normes claires, avec une vision claire pour que les gens sachent où ils s'en vont avec leur information. Et donc, moi, je ne vois pas ça juste pour de la conformité, je vois ça pour de la performance de l'entreprise et
des organisations. Effectivement. Natacha, Philippe, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Ben, moi, je te dirais par rapport, mettons, à l'exemple précis que tu as donné, la catégorisation des actifs informationnels, je veux dire, je peux pas en parler parce que, je veux dire, à l'UQAM, c'est pas comme si c'était moi qui l'avais fait, mais je pense au service des archives puis au service des archives TI, je pense qu'on a quand même des exemples où il y a eu vraiment une belle collaboration, puis il y a eu vraiment, je pense même du côté TI, là, une belle ouverture de ce que l'archivistique ou la gestion de l'information pouvait amener. Mais ça peut être le début de quelque chose là, pour construire quelque chose qui va être beaucoup plus large. Là. Mais ça peut être un début de collaboration, là, justement, qui serait nécessaire. Puis je veux dire, la sécurité de l'information est un aspect parmi tant d'autres. Là. Ça, je veux dire, des exemples comme ça, il peut y en avoir plein. Là. Mais je pense que ça fait partie. Puis au même titre, tu te disais, bon, mais pourquoi est-ce que les archivistes, on devrait être modestes? En fait, on ne devrait pas l'être, on l'est sans doute trop. Mm-hmm. Mais je pense qu'on a comme besoin d'un coup de barre. Le côté marketing, là, je pense qu'on aurait besoin de quelque chose. Là. Tu sais, de changer peut-être un peu l'image que les gens ont. Puis nous, dans nos projets de recherche, au niveau de la gouvernance de l'information, c'est un aspect qui était ressorti, là, que l'image qu'on a ou des tâches qui sont associées à la profession d'archiviste, c'était souvent perçu comme étant pas toujours positif, là. Donc, à ce moment-là, on n'était pas perçus comme des gens comme étant proactifs, puis pourtant, on a une discipline qui était quand même très dynamique. Donc, par conséquent, il faut que ça sorte un peu de notre cadre. Là. Fait, je pense qu'on aurait besoin de marketing. Je dis ça de même. Effectivement, je pense que c'est L'image de marque qui est pour quelque chose. Là. Ouais. Et comment on fait pour changer notre image de marque? Ça serait quoi mettons, ceux qui nous écoutent, là, qu'est-ce qu'on devrait faire demain matin pour changer notre image de marque puis qu'on ne nous voit plus comme des pelleteux de poussière? Non, mais je pense que ça, c'est vraiment une question beaucoup plus large à se poser. Tu sais, je pense au niveau des associations professionnelles, il y a un rôle à jouer. Peut-être au niveau des archives nationales, il y a un rôle. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus large que notre simple personne, je crois, là. Mais il y a quand même un aspect personnel où, tu sais, oui, l'AQ, oui, tu sais, l'ARMA peuvent être là, mais ultimement, même si on fait des actions pour dire, ah ben là, tu sais, la profession devrait avoir un côté marketing, mais à l'intérieur des organisations, on doit aussi avoir une approche marketing pour se vendre nous-mêmes et vendre la gestion de l'information. Donc, c'est quoi, demain matin, quelqu'un qui veut vraiment changer son image de marque à l'intérieur de l'organisation, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, si je peux prendre mon exemple personnel, il faut commencer par y croire. Hein? C'est que ça, effectivement, c'est la première étape. Il faut y croire soi-même. Se voir, non, oui, c'est ça. Ben, se voir, c'est ça. C'est sûr que si j'arrive dans une organisation et que je me vois juste me cacher en arrière d'un petit bureau puis de classer dans des classeurs à longueur de journée, si je me vois là, ben, c'est sûr que je ne vais pas faire du marketing fort pour plus que où je me vois. Donc, il faut se voir, il faut se promouvoir soi-même, quitte à prendre, je ne sais pas, un cours sur comment mieux communiquer. Et je vous dirais aussi, il faut apprendre des choses un peu plus pluridisciplinaires, rien qui nous empêche de lire sur la gestion de projet, sur la gestion de changement, sur la transformation numérique, apprendre le vocabulaire, oui, de nos amis TI, parce que Dieu sait que des fois, on dit les mêmes mots qui ne veulent pas dire la même chose. Il faut se donner sa propre crédibilité à quelque part aussi, là. Il faut croire en soi, puis il faut croire, puis quand on nous arrive avec des projets, pas dire, ben, oh, ouais, mais là, ça, c'est un projet, mettons, de stratégie immobilière. Je n'ai pas d'affaires là. Il faut se voir partout. Il faut voir des opportunités dans chaque projet, dans chaque action et ouvrir grand ses oreilles, ouvrir grand ses yeux, puis pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses aussi. Oui, puis je pense qu'un des éléments pour pousser plus loin, il faut arrêter de demander la permission. Il faut arrêter de la demander, la permission, il faut faire, puis au pire, on s'excusera si ça ne marche pas. Si on a dépassé la ligne, mais on ne peut pas savoir où est la ligne tant qu'on ne l'a pas franchie. Fait qu'il faut arrêter de demander la permission. C'est plus facile de s'excuser que de demander la permission. Bref. Fait que dans ce sens-là, je pense que c'est un des éléments qui pourrait être fort intéressant pour développer des éléments. Philippe, toi, de ton côté, ce serait quoi? Moi, je dirais que
ben, il y a un volet au niveau de là où travaille Natacha, par exemple, c'est qu'au niveau de la formation, je pense que les personnes qui sont en charge de ces activités-là ne devraient pas avoir une formation exclusivement archivistique. J'ai beaucoup aimé, moi, les gens qui font la partie archivistique, oui, mais en plus, système d'information. Parce que, comme vient de le dire Chantal, si vous n'avez pas une vision transversale, vous devenez vous n'êtes pas assez pertinent, en fait. Ensuite, pour revenir à la question d'avant, je dirais que c'est le service le plus proche des archives qui est dans l'organisation, c'est finalement les affaires juridiques. Parce que ceux qui font la conformité, pour la sécurité, ce sont les gens de TI. Donc, vous voyez, vous travaillez, vous êtes déjà en collaboration. Et c'est pour ça que je pense que ce que vous devriez faire par rapport au reste de la population dans l'organisation, c'est de dire, non pas je vais le faire, mais je vais t'aider. Pensez-y, je vais t'aider. C'est-à-dire que vous avez déjà une forte notion de, Natacha l'a souligné tout à l'heure, on est au service des utilisateurs, etc. Restez au service des utilisateurs et partagez ce que vous avez à offrir. Ils viendront vous voir parce qu'ils vont comprendre que vous êtes concerné par certains sujets. Mais quand il y a une nouvelle loi qui arrive, elle doit vous arriver du service des affaires juridiques qui vous dit comment on fait pour ça, ou ils vont voir en même temps les gens. Donc, je pense qu'il faut développer le partage de la connaissance et les gens vont comprendre où est-ce que vous pouvez intervenir de façon, je dirais, entre guillemets, exclusive. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs dans l'organisation, c'est dans notre service que ça se passe. Voilà. Et oh, vas-y, Natacha, excuse. Non, j'allais juste préciser, comme le mentionnait Philippe, mais il ne faut pas non plus être juste perçu comme étant au service de. Comme le mentionnait Chantal, pas juste qu'on soit des gens qui éteignent des feux, là, mais des gens qui sont proactifs, qui développent des outils qui sont pertinents pour son organisation. Ouais, là, je dis ça que peu importe que ce soit gestion de l'information, gestion des archives historiques, là, je pense qu'il y a quand même des enjeux qui touchent aussi la gestion des archives historiques, mais il faut quand même être proactif. Là. Oui, mais tu ne peux pas être proactif. Enfin, je pense que tu ne dois pas être. Je pense qu'il y a les deux. Tu es force de proposition ou tu es proactif dans la partie de gestion de ce qui est dans votre spectre. Mais oui, c'est ça, mais de proposer des choses aussi, de ne pas attendre qu'on vienne nous chercher. Là. Non, non, mais c'est là que je vais communiquer. Mais dans les processus d'affaires, les processus métiers, bon, il y a des endroits où vous pouvez intervenir en disant, bah oui, si vous numérisiez, par exemple, vous pourriez avoir quelque chose d'électronique parce que j'ai un bloquant à faire circuler du papier. Donc là, vous êtes force de proposition, puis après, vous êtes capable de mettre en œuvre ce genre de solution, etc. Mais il ne faut surtout pas marcher dans les plates-bandes des autres si ce n'est pas votre terrain de sable. Non, ça, c'est ça. Parce que ça provoque une réaction qui va vous exclure. Mais tu parles de numérisation, Philippe, puis ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'il faut faire attention dans le sens que on peut arriver pour me dire oui, il faudrait vous numériser tout ça, mais il ne faut pas après ça juste domper les gens là avec cette idée-là, puis dire ben, OK, maintenant, vous voulez numériser, ben, allez voir TI, puis ils vont faire un projet. Non, il faut rester dans tout le projet là, de A à Z. Là, ça dépend des organisations. Des fois, c'est centralisé, puis il y a une équipe qui fait ça, une conciergerie ou autre qui fait la numérisation. Mais vous allez être les garants pour dire, attendez, ça prend un processus délimité parce qu'on est dans le gouvernement et on a des règles à respecter, donc c'est comme ça que vous devez faire. Donc, vous êtes partenaire du déploiement et vous êtes en contrôle. Vous devez avoir le contrôle pour que la numérisation se fasse de manière conforme. Ce qui est rarement le cas, en fait. Tout à fait. Il ne faut pas juste dire qu'il faut numériser puis recevoir les trucs numérisés puis sans contrôle qualité, sans suivi. Donc, il faut être partie prenante de tout le. C'est comme ça que je le vois. Il faut faire attention, c'est ça, de ne pas comme être juste en soutien, mais être aussi. Non, quand je dis en soutien, c'est aussi en soutien au début d'un projet. Si on réfléchit sur la numérisation, ben, vous avez une partie de l'expertise et vous êtes capable, selon les différents services dans les organisations, vous êtes capable de mener le projet. Tout à fait. Un des éléments, là, je vois, il y a plusieurs questions, puis clairement, j'ai mal géré les questions, je m'en excuse, mais je pense qu'on avait quand même pas mal de choses à dire. Donc, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de prendre les questions qui restaient pour essayer de trouver un autre moyen pour y répondre. Mais il y a un élément, Chantal demandait, est-ce qu'il y a des manuels de référence
dans le domaine pour nous aider justement à appliquer sur la gouvernance de l'information, sur un plan de match pour repérer, ou même, tu sais, mettons, pour juste le marketing, ça, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Donc, je pense que quand je vais envoyer le courriel avec le lien pour revisualiser le webinaire, je vais mettre une liste de références. Donc, si jamais vous en avez des références intéressantes, ben envoyez-moi-les, puis je vais être capable de tout faire un courriel avec ça. Puis, tu sais, moi, j'en ai déjà peut-être un peu plus marketing là, sur comment faire un peu le marketing et la vente. Donc, en tout cas, peut-être que ça pourrait être une piste intéressante pour poursuivre la réflexion sur comment se vendre et comment prendre notre bâton de pèlerin et avancer. Là. J'ai écrit un petit article aussi, un petit article, je pense qu'il Oui, fait 60 pages, là, mais sur la transformation numérique, il est sur mon LinkedIn, puis où j'explique justement la différence entre gouvernance de l'information, gestion de l'information, gestion des pays, tout ça. Là. Fait que si jamais ça vous intéresse, là, dans le fond, c'est un ramassis un petit peu de toute la veille que je fais dans ce domaine-là. Là. Donc, mais oui, effectivement, que ça, ça si tu pourrait peux être, me l'envoyer, ça pourrait être pertinent pour je peux poursuivre. t'envoyer le lien. Oui, tout à Puis fait, aussi, bien évidemment, simplement pour dire, il y a le livre d'Arma, sans vouloir faire de pub à Arma, mais qui est très intéressant sur la gouvernance de l'information, qui explique bien les principes pour aller plus loin. C'est le IGPOC. Oui, il est en anglais seulement. Oui, il y a ce livre-là que j'aime beaucoup. C'est lequel? C'est lequel? Advocacy and Awareness for Archivists. C'est publié par la Society of American Archivists. Ah oui, ça serait vraiment intéressant, je pense. C'est ça, parce que, je veux dire, aux États-Unis, tout ce qui est advocacy, outreach et tout ça, je veux dire, il y a une manne d'informations là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, je l'ai juste à côté de moi. En plus, c'est même pas c'est son livre de chevet. Mais il y en a un autre aussi qui s'appelle Leading and Managing Archives and Manuscript Program, qui est quand même intéressant, qui n'est pas gouvernance de l'information, mais qui permet d'élargir finalement la portée, là, ou d'élargir son champ d'action, justement. Là, sont pas longs, c'est facile à comprendre, fait que j'ai trouvé bien intéressant. Merci. Si on avait un mot de la fin, un conseil, quelque chose, ce serait quoi? Un conseil, moi, ce serait, je pense, de commencer à prendre conscience de nos propres leviers par rapport aux autres avec qui on travaille. Là, c'est quoi notre plus-value? De se questionner sur notre plus-value. Excellent. Merci, Natacha. Philippe? Je n'ai pas de conseil particulier en plus de ce qu'on a dit aujourd'hui. Je vais laisser Chantal, puis je vais continuer à réfléchir. Chantal? Je dirais de se faire confiance, de ne pas avoir peur justement de peut-être des fois passer à travers les portes, là, mais pas au sens littéral, là, mais je pense que c'est ça. Il faut sortir un peu de son cocon. Souvent, les gens qui sont en gestion de l'information, en archive, on est vraiment gentils. On est vraiment des gens de soutien, on est vraiment gentils, on est à l'écoute, tout ça. Il faut le demeurer, bien sûr, mais je pense qu'il faut aussi se donner confiance puis pas avoir peur là, de donner son opinion puis de travailler dans des domaines peut-être qui sortent un petit peu de notre zone de confort, mais qu'en même temps, on demeure dans notre expertise quand même. Là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur là, de continuer aussi à se former continuellement. Je le dis tout le temps aux étudiants. Quand tu es prof d'histoire, tu enseignes la même histoire pendant 20 ans, c'est pas trop grave. Elle ne changera pas. Mais en gestion d'information, ça change tout le temps, puis ça va à vitesse grand V. Fait que je pense que c'est de se tenir toujours au courant, puis justement pour garder cette expertise-là à jour. Excellent, merci Chantal. Philippe, sinon... Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que je pense qu'il faut améliorer la communication de manière transversale. On a parlé d'évangélisation, ça fait 20 ans que j'en fais, puis ce n'est pas forcément un grand succès parce que les gens ne sont pas forcément réceptifs à ce qu'on a envie de leur dire. Donc, si vous communiquez, vous partagez des expériences ou les bons points. J'avais vu un client, par exemple, quand il avait mis en place une partie de la GED qui était la gestion de la connaissance avec une application particulière. Il avait sensibilisé les utilisateurs simplement en donnant tous les mois les statistiques qui venaient de la solution. Il les poussait à chaque utilisateur. Et les gens se retrouvaient plus ou moins et disaient « Ah, mais dans tel service ou un tel ».
il y a des gens qui font plus que ça, etc. Et donc là, il y a une émulation qui se fait et vous avez une légitimité qui va grossir progressivement. Donc, communiquer avec les utilisateurs et puis informer la direction des vrais enjeux qu'il y a autour de votre métier. Excellent. Un grand merci à vous trois de votre participation. C'était vraiment très intéressant. Moi, ce que j'aime de ces rencontres-là, c'est que je pose des questions et ça part pendant 1 heure. Donc, c'était vraiment super intéressant. On va traiter la vidéo.